Le but de cette vidéo est de présenter le phénomène appelé la réfraction, afin d'acquérir les connaissances suffisantes pour comprendre le phénomène de la réflexion totale, qui aura des applications médicales. Alors la réfraction, c'est un phénomène que l'on peut observer fréquemment. Par exemple, quand un objet se trouve en partie dans l'eau et en partie dans l'air, eh bien, alors qu'il est droit comme un crayon, il n'apparaît plus droit. Ce phénomène est mis en jeu également pour un pêcheur qui, par exemple, aperçoit un poisson, mais la lumière qui vient du poisson et qui entre dans l'œil du pêcheur, en fait, ne se propage pas en ligne droite du poisson jusqu'au pêcheur. Et pour le pêcheur, tout se passe comme si le poisson, en fait, était dans le prolongement du rayon lumineux qui entre dans son œil. Donc là, le pêcheur voit le poisson à l'emplacement gris, alors qu'en fait, le poisson est à l'emplacement noir. Quand on réalise de la réfraction avec un rayon lumineux et un bloc de verre placé dans l'air, on obtient ce genre de figure. Autrement dit, la réfraction, eh bien, c'est le changement de direction de la lumière quand elle change de milieu. Ici, dans tous ces exemples, on a de l'eau, de l'air et du verre. Alors, on peut avoir quelques photos relativement drôles, bizarres, ou par exemple ici dans un parc zoologique, la paroi du bassin de l'ours polaire est en verre, donc une partie de la lumière, celle qui vient du haut du corps, n'a traversé que l'air, alors que la partie, celle qui vient du bas du corps, a traversé l'eau avant de traverser l'air jusqu'à nos yeux, et le phénomène de réfraction nous fait percevoir l'ours coupé en deux. Alors, il va falloir conceptualiser la réfraction à partir d'un schéma. On va identifier deux milieux différents. Un premier milieu qu'on va prendre par exemple comme l'air et un second milieu qu'on va considérer comme le verre. Un rayon lumineux se propage dans l'air et arrive à la surface de séparation entre l'air et le verre. Alors, par exemple, on pourra utiliser un laser pour représenter ce rayon lumineux. Et au passage de l'air dans le verre, eh bien, le rayon lumineux change de direction. Comment se repérer sur un schéma comme celui-ci? Eh bien, le rayon qui arrive à la surface de séparation entre les deux milieux est appelé le rayon incident, et le rayon qui repart de cette surface de séparation, donc cette partie-là, est appelé le rayon réfracté. Le point qui est sur la surface de séparation entre les deux milieux, où arrive le rayon 1 et repart le rayon 2, s'appelle le point d'incidence. Il est noté avec la lettre I majuscule. La surface de séparation entre les deux milieux, rigoureusement, on l'appelle le dioptre. Ici, comme la lumière vient de l'air et va dans le verre, vient de l'air et va dans le verre, le dioptre est appelé un dioptre R vert. Ensuite, on a besoin d'une droite imaginaire qui est perpendiculaire à la surface de séparation entre les deux milieux, perpendiculaire au dioptre, et cette droite est appelée la normale. Le mot normal c'est un synonyme de perpendiculaire. Enfin, il nous faut faire des mesures, et ici on va mesurer des angles. Alors on mesure toujours les angles en partant de la normale et en allant vers le rayon. Donc ici l'angle I1 dans le premier milieu, et plus bas l'angle I2 dans le second milieu. L'angle I1 est appelé l'angle d'incidence, et l'angle I2 est appelé l'angle de réfraction. Alors l'étude de ce phénomène a amené les scientifiques, les scientifiques qui l'ont étudié, à une loi qui est dite loi de Snell-Descartes, puisque c'est monsieur Snell et monsieur Descartes qui l'ont découverte, qui s'exprime mathématiquement sous la forme n1 fois sinus de l'angle I1 égale n2 fois sinus de l'angle I2, où les coefficients n1 et n2 sont appelés les indices de réfraction du premier milieu et indices de réfraction du second milieu. Et ces indices de réfraction sont de coefficients qui dépendent en fait de la vitesse de la lumière dans le milieu. L'indice de réfraction, petit n, alors ici petit n1 ou petit n2, eh bien, il indique combien de fois la lumière va moins vite dans le milieu que dans l'air. Par exemple, dans le verre, la lumière va
va 1,5 fois moins vite que dans l'air. Par conséquent, l'indice de réfraction du verre est égal à 1,5. On observe sur le schéma qui respecte les proportions du phénomène qu'on pourrait observer en réalité et qu'on va observer en réalité pendant les travaux pratiques, et bien que dans le verre, où la lumière va moins vite que dans l'air, eh bien l'angle est plus petit. Et c'est dans le verre que l'indice de réfraction est le plus élevé. On précise ça tout de suite avec les schémas suivants. Alors, si on s'intéresse, comme précédemment, au passage de la lumière dans l'air dans le verre, eh bien l'indice de réfraction dans le verre est plus grand que l'indice de réfraction dans l'air, et c'est là dans le verre où l'angle est le plus petit. I2 est plus petit que I1, l'angle dans le verre est plus petit que l'angle dans l'air. Si maintenant on s'intéresse par exemple au passage de la lumière de l'air dans l'eau, eh bien on va avoir le même ordre, c'est-à-dire que l'indice de réfraction de l'eau 1,3 étant plus grand que l'indice de réfraction de l'air, c'est dans l'eau que l'angle est le plus petit. Même chose si maintenant on s'intéresse au passage de la lumière de l'eau dans le verre. L'indice de réfraction dans l'eau 1,3 est plus petit que l'indice de réfraction dans le verre 1,5. Donc l'angle dans le verre est plus petit et l'angle dans l'eau est plus grand. Alors ici, sur les trois schémas, on a la lumière qui se propage d'un milieu de petit indice de réfraction vers un milieu de grand indice de réfraction. Mais si on inverse l'ordre des milieux, eh bien, la loi de Snell-Descartes impose l'ordre des angles. Alors si par exemple la lumière elle passe du verre dans l'air, donc d'un milieu d'indice de réfraction 1,5 grand à un milieu d'indice de réfraction 1, c'est-à-dire plus petit, eh bien l'angle est plus petit dans le milieu où l'indice de réfraction est le plus grand. Et ça, on le constate dans tous les cas suivants où la lumière se propage d'abord dans le milieu d'indice de réfraction grand, dans un milieu d'indice de réfraction plus petit, et à chaque fois, l'angle est le plus petit dans le milieu où l'indice de réfraction est le plus grand. C'est une constante, c'est bien de l'avoir en tête, comme ça permet de se situer rapidement en exercice, mais aussi lorsqu'on étudiera le phénomène en travaux pratiques. Alors, si on va plus loin que la réfraction, on mettra en évidence en séance de travaux pratiques que dans certains cas, eh bien, on peut aboutir à un nouveau phénomène qui s'appelle la réflexion totale. C'est ce phénomène qui a une application médicale. La toute première application, sont les fibres optiques. Alors c'est intéressant pour propager des signaux sur des longues distances. Et puis c'est un autre intérêt esthétique, par exemple avec ces petits bouquets de fibres optiques qui sont assez jolis. Dans le domaine médical, la réflexion totale est utilisée dans les endoscopes. Alors, c'est un appareil que l'on peut introduire dans une cavité, soit naturelle, soit artificielle, c'est-à-dire par exemple on fait une incision dans l'abdomen, et en entrant dans l'abdomen, par exemple l'extrémité de l'endoscope, eh bien on peut voir ce qui se passe dans l'abdomen. Une possibilité c'est de placer l'œil ici, au niveau de l'oculaire, et donc on voit tout de suite ce qui se passe à l'autre bout de l'endoscope, ou bien il est possible également de brancher une caméra et de diffuser les images sur un écran. Voilà, rendez-vous en TP pour étudier tout ça avec le matériel.